Bonjour à tous. Maintenant que vous avez vu dans les vidéos précédentes comment la théorie de la tectonique des plaques s'est mise progressivement en place, nous allons pouvoir ici voir précisément la structure de la Terre. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour comprendre la structure de la Terre, il faut travailler sur la vitesse de transmission des ondes, particulièrement les ondes P et S. Alors, qu'est-ce que c'est que les ondes P et S? Les ondes P sont des ondes de compression-dilatation. C'est comme si vous preniez une barre et vous tapiez sur le tranchant. Ça va vous faire un effet d'un zébulon. Vous connaissez les zébulons, là, les ressorts. Un effet accordéon, si vous voulez. On a les ondes S qui sont des ondes qui provoquent une oscillation des matières et nous avons les ondes de surface qui sont des ondes de torsion. Donc dans un sismogramme, les premières ondes à arriver sont les ondes P, puis il y a les ondes S et enfin les ondes de surface. Donc ce qui nous intéresse en tant que scientifique, c'est la vitesse des ondes P et S à la surface de la Terre et l'étude de la vitesse de ces ondes va nous permettre de trouver le découpage de notre planète. Alors ce qui est pratique quand on travaille avec les ondes sismiques, c'est qu'elles ont une particularité. On travaille ici sur les ondes P. L'avantage d'étudier les ondes P, c'est qu'elles ont une vitesse qui est variable en fonction de la rigidité du milieu qu'elles traversent. Si la vitesse des ondes ralentit, c'est que le milieu est moins rigide, donc plus déformable, ce qui ralentit les ondes, exactement comme si vous essayez de faire passer des ondes dans de l'eau. L'eau étant très malléable, l'eau va se déformer sur le passage de l'onde et c'est pour ça qu'on voit des vagues. Si par contre la vitesse augmente, c'est que le milieu est donc le contraire de déformable, c'est-à-dire rigide. On va donc pouvoir étudier les variations de vitesse et voir si on rentre dans un milieu plus rigide ou moins rigide. Il peut y avoir des variations brusques de la vitesse. À ce moment-là, ça correspond à un changement de roche. On va travailler dans un premier temps sur la variation de vitesse de propagation des ondes sismiques P au niveau d'un continent. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que depuis la surface, donc là vous avez l'axe qui vous indique la profondeur, là la vitesse. Donc quand on a des ondes P qui partent de la surface, elles sont environ à 5,8, 5,9. Donc elles restent à peu près à une vitesse plus ou moins constante jusqu'à 30 km de profondeur. Et brutalement à 30 km, elles montent à presque 8 km/s. Donc ici on a un changement brutal de vitesse, ce qui signifie qu'on a un changement de roche. J'ai donc une première couche qui s'est dessinée ici. Alors, comment savoir quelle roche constitue cette première couche? Eh bien, c'est simple, on fait des tests en laboratoire, on teste différents matériaux, différentes roches, on met des capteurs, on crée des ondes et on calcule la vitesse de déplacement. Vous voyez que les granites transfèrent les ondes à une vitesse de 5,9 à 6,3 km/s. Les basaltes, on est un peu plus vite, 6,5, 7,6 et la péridotite, 7,9 à 8,4. Donc si je regarde les vitesses obtenues en laboratoire, je m'aperçois que dans mes 30 premiers kilomètres sous le continent, je suis à une vitesse qui correspond au granit. J'ai donc ici ma première couche qui fait 30 km d'épaisseur. C'est la fameuse croûte continentale qui est constituée de granit. Je continue l'étude de la vitesse. Je m'aperçois que je tourne dans des vitesses de 8 km/s et environ à 100 km de profondeur, j'ai ma vitesse qui diminue progressivement. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas de changement brutal de vitesse. Je ne suis donc pas dans un changement de roche. Par contre, si ma vitesse diminue progressivement, c'est que mes ondes ralentissent. Elles sont donc dans un milieu de moins en moins rigide. Je suis donc ici dans la même roche, mais cette roche va être de moins en moins rigide. Alors, quelle est cette roche qui constitue les couches inférieures situées sous la croûte continentale? Et bien, reprenons mon tableau d'expérimentation. Vous voyez que les vitesses me font correspondre à de la péridotite. Donc ici, j'ai de la péridotite. J'ai donc une seule et même couche de roche, de même nature, mais cette roche est divisée en deux couches de rigidité différentes. Cette couche ici, c'est le manteau supérieur. Alors vous voyez que mon schéma n'est pas terminé, il y a des pointillés, on verra plus tard la suite. Pour l'instant, on travaille sur la surface de la planète. Donc mon manteau supérieur est divisé en deux couches, une partie plus rigide, une partie moins rigide. Donc cette partie-là qui est rigide va être solidaire de la croûte continentale. On va donc avoir un bloc plus ou moins rigide, c'est la fameuse lithosphère. On va donc parler de manteau supérieur lithosphérique. Et ici, nous sommes dans une péridotite qui est beaucoup moins rigide
c'est ce qu'on appelle l'asténosphère. Nous sommes donc dans le manteau supérieur asténosphérique. Voilà pour le découpage au niveau d'un continent. Travaillons maintenant sur la vitesse des ondes sous un océan. Nous avons ici un démarrage des ondes d'environ 6,5 km par seconde, puis ça augmente brutalement ici environ à 7 km de profondeur. J'ai donc ici, hop, une toute petite couche. C'est la CO, la croûte océanique. De quoi est-elle constituée? On va regarder notre tableau des vitesses. Eh ben, je vous le donne dans le mille, du basalte. La courbe de la vitesse des ondes a le même profil que sous le continent, c'est-à-dire qu'on a une légère augmentation, puis ça diminue progressivement tout doucement. Par contre, cette fois, ça se passe à 70 km de profondeur. Et la vitesse des ondes nous indique que nous sommes toujours dans la péridotite. De la péridotite plus rigide là, moins rigide là. Nous retrouvons donc notre lithosphère et dessous notre asténosphère. Alors nous avons travaillé ici sur la vitesse des ondes en surface de la planète. On n'est pas allé plus loin que 50 km de profondeur. Si on étudie la transmission des ondes à la surface de la planète, on a ce qu'on appelle une zone d'ombre. À partir d'un séisme, donc, on va avoir toute une zone dans laquelle on ne récupère aucune onde S, ni aucune onde P. Alors, comment ça se fait? La seule explication possible, c'est la présence d'un noyau. Et donc, à partir d'un épicentre, on aurait les ondes P et S qui sont transmises par le manteau. Les ondes S ne circulent pas dans les liquides, ce qui voudrait dire que la surface externe du noyau, qui n'arrive à transférer que les ondes P, serait liquide puisqu'aucune onde S n'est récupérée de ce côté-là. Les ondes S sont récupérées uniquement ici. Donc toute cette zone est une zone d'ombre. Ce serait dû donc à la réflexion et à la réfraction des ondes P uniquement. Ainsi, si on travaille sur la vitesse des ondes S et P en fonction de la profondeur, on va pouvoir, par l'étude des variations brutales ou lentes des vitesses, définir différentes limites, donc différentes couches. Nous avons la fameuse lithosphère qui est rigide, constituée de la croûte et du manteau supérieur rigide. Le reste du manteau supérieur est appelé asténosphère car il est moins rigide. Nous avons dessous le manteau inférieur, puis environ à 2900 km de profondeur, nous rentrons dans le noyau qui lui aussi est constitué de deux couches, une couche externe qui est plutôt liquide et la graine qui est solide. Si on travaille sur l'évolution de la densité, on s'aperçoit que plus on va en profondeur, plus la densité est élevée et les seuls éléments chimiques sur la Terre qui permettraient une densité aussi élevée, c'est le fer et le nickel. Voilà comment on a pu définir la nature de notre graine. Donc si on devait représenter, schématiser la structure de la Terre, on va dessiner une portion de camembert. Par contre, on va avoir donc deux classifications dans les différents niveaux qui structurent la Terre. On va avoir une classification des couches selon le comportement des roches et une classification selon la nature des roches. Je vais donc avoir d'un côté la croûte océanique, de l'autre côté la croûte continentale. La croûte océanique est constituée de basalte et de gabbro, alors que la croûte continentale est constituée principalement de granit. Alors, principalement, il va y avoir également des dépôts de roches sédimentaires qui vont se faire donc en raison de l'érosion, à la fois sur la croûte continentale et sur la croûte océanique. Donc, je vais rajouter ici sédiments. La base de la croûte, la limite de la croûte, s'appelle le Moho. C'est la discontinuité de Mohorovici. Elle se trouve environ à 70 km maximum sous les continents et entre 7 et 10 km sous les océans. Environ à 2900 km de profondeur, nous avons la discontinuité de Gutenberg qui permet donc de séparer le manteau du noyau. Mais ce manteau va être divisé en deux parties. Alors c'est la même roche, la péridotite, mais l'olivine qu'elle contient ne va pas être présente sous la même forme. Nous avons dans le manteau supérieur une péridotite riche en olivine, FMG 2 fois SiO4, alors que dans le manteau inférieur, la péridotite va posséder plutôt des péridots de famille perovskite ou magnésiovskite. En fait, ce sont des formations minérales légèrement différentes de l'olivine en raison de la pression. En raison de la pression, donc les éléments chimiques vont se réorganiser pour résister
À 5155 km, nous avons la discontinuité de Lehmann qui va séparer donc le noyau externe du noyau interne. Avec ici une différence, sur le fer et le nickel sont plutôt sous forme liquide, alors que dans la graine, le fer et le nickel seront plutôt solides. En raison de la nature de ces différentes roches, on va donc avoir des densités différentes. Nous avons la croûte océanique constituée de basalte et de gabbro qui a une densité de 2,9. La croûte continentale, alors c'est un peu différent, plutôt en surface on est à 2,8, en profondeur on est à 3. Dans le manteau nous avons une densité de 3,3. Cette densité va augmenter avec la profondeur. On arrive ici à une densité de 5,5. Et dans le noyau, nous avons également une augmentation de densité. On passe de 9,5 à la surface du noyau à 12 de densité dans la graine. Nous avons dit qu'il existe une classification selon le comportement des roches. Nous avons vu qu'il existe dans le manteau supérieur une partie un peu plus rigide. La limitation de cette partie rigide correspond à l'isotherme 1300 degrés Celsius. Et nous avons donc un bloc constitué de croûte et de manteau supérieur rigide qui constitue la lithosphère. Donc lithos veut dire pierre, donc la partie de la terre, sphère, terre, la partie de la terre qui sera rigide comme de la pierre. Le reste du manteau supérieur est appelé l'asténosphère car il est ductile et il présente une particularité, c'est la LVZ, la Low Velocity Zone. C'est une zone où effectivement la vitesse des ondes ralentit fortement et ensuite elle réaugmente. Arrivé à 700 km de profondeur, nous atteignons des températures de 2200 degrés Celsius. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la mésosphère qui est rigide et qui correspond donc en fait au manteau inférieur. Et concernant le noyau, en fait on va conserver les mêmes termes. On va retrouver le noyau externe liquide et le noyau interne ou graine qui est solide. Vous avez donc sur ce schéma la structure de la Terre avec différentes informations. D'un côté la classification selon la nature des roches des différentes couches. Et de l'autre côté, la classification utilisée selon le comportement des roches. Donc bien faire attention dans vos rédactions, ne pas vous mélanger. Quand vous commencez à parler de lithosphère, asténosphère, mésosphère, restez dans ce vocabulaire, sauf si vous avez besoin de préciser de quoi ils sont constitués. Donc la lithosphère est constituée de croûte et de manteau, lequel juste la partie supérieure du manteau supérieur. Quand on parle de plaques lithosphériques, c'est l'ensemble ici qui bouge. Pourquoi il bouge? Parce qu'il glisse sur la sténosphère qui est ductile, beaucoup moins rigide, particulièrement grâce à la LVZ.